Bon. Allez, maintenant, on va parce qu'on n'a pas compris le mécanisme vraiment est de l'abstraction. Alors pour moi, je voulais comprendre le mécanisme de l'abstraction et je ne me suis jamais précipité. Oui. Et je suis allé vraiment par escalier. Oui. Et jusque je suis arrivé à découvrir des choses, même un peu au hasard, qui m'a bouleversé, que c'était quand un jour je me trouvais au Trocadéro et puis là il commence tout un fait nouveau. Pourquoi? Parce que je faisais beaucoup de chevaux à l'époque. Oui. Mais c'est qu'il y a qu'on faisait des chevaux et puis il y a tellement de chevaux et d'expressions de chevaux dans la vie qu'à la fin, on se trouvait toujours qu'on tombait dans le passé. Avec la même figure. Bah, donc, par conséquent, quand on commence à prendre les chevaux chinoises, les chevaux grecs, les chevaux de la Renaissance, et puis les chevaux de je ne sais pas quoi, et jusqu'à Bourdelle, et puis jusqu'à Marino Marino, mais c'est le moment de Jésus, vraiment, c'est comme une obsession. Et donc, un jour, en étant au Trocadéro, c'est là que j'ai fait l'observation justement de ce fait de l'espace qui est un vrai prodige qui venait des grandes armées. Il arrivait en dessous de la tour Eiffel et malgré tout, cet espace qui sont faits en dessous de la tour, il passait, et puis il arrivait au milieu du Trocadéro, et puis il était libre, il était quelque chose de beau, il arrivait devant la statue de Foch, et l'espace il s'écrasait. Et c'est là que je me suis dit, c'était vraiment comme une espèce d'hasard, mais il faut que je coupe la statue de Foch en deux, et comme ça, je canalise cet espace qui vient le long et qui continue. Et donc là, vraiment, c'était comme une sorte d'obsession que j'avais sur le fait des chevaux et chercher un cheval nouveau. Je découvre que j'avais un cheval, plus le vrai cheval d'espace qui est au milieu. Et donc je me suis dit, fais 3, c'est là qui vient égal. Plus, et 1 plus 1 égale 3. 1 plus 1 égale 3. Oui. Et donc c'est là qu'il y a toute une renaissance chez moi vraiment bouleversante. C'est une... Pour Dithéana, l'artiste est un homme universel, un homme qui doit tout connaître, tout maîtriser, comme Léonard de Vinci ou Michel-Ange, qui étaient peintres, sculpteurs, architectes, mais aussi mathématiciens et philosophes. Et Marino Dithéana est tout cela. De ses études, il a appris qu'une sculpture devait d'abord naître sur le papier, scientifiquement. C'est-à-dire, on a d'abord le plan géométrique de cette structure, et ce plan, à la fois, il se commence à tourner, de façon qu'après, on élève chaque phase toujours, et on obtient toutes les phases verticales. On commence à travailler en tout petit. Pourquoi? Parce qu'en tout petit, d'abord, on peut changer, on ne fait pas de gâchis, mais surtout, c'est parce que vraiment, quand ils sont des toutes petites choses, on les met dans la main. Alors là, vraiment, on voit s'ils tiennent le coup dans un espace énorme. S'ils tiennent là, je peux aller en avant. S'ils ne tiennent pas ici, c'est mieux que je change de route, parce que ce ne serait pas bon. Il ressemble même à un édifice. Et... Quand on arrive à un équilibre parfait, justement, de ces formes, de ces espaces, parfait, au moins, ce qu'on voit par perfection.
c'est un peu comme une partition musicale. Quand vous jouez deux notes, ces deux notes, s'ils ne correspondent pas avec ce son et cet espace qu'ils sont entre eux, ils ne sont pas parfaits, ça sonne mauvais. Et bien là-dedans aussi, il y a une question de son c'est un silence, ça s'approche à la musique. Et donc, quand on trouve vraiment cette harmonie mélodieuse, c'est quand on peut être assez content. Maintenant, peut-être on peut faire mieux. Mais il arrive à un moment donné qu'il faut se donner par vaincre devant la forme. Tout de même, il faut insister, le maximum. Maintenant, je vais voir que je demande. Je vais demander pour commencer à couper parce que ça va très bien. Donc, d'abord, ils sont devenus ici M. Bayort, qui est le maire de Fontenay, M. Germain, qui est le président du conseil. Ils sont venus ici, et puis on a regardé un petit peu. Ils étaient très contents pour le fait du travail, mais j'ai dû faire 3 à 4 maquettes pour pouvoir choisir. Puis, on a choisi justement ce fait ponctuel dans le centre, qui fait une structure qui fait 20 mètres de haut, fait 9 mètres 500 de large et puis 8 mètres de côté. Et il y a une somme d'acier on arrive à 110 tonnes d'acier. C'est déjà presque 2 ans sous les plans et des quantités de projets qu'il faut faire, des calculs d'une chose et l'autre. Et puis on a mis 1 an pour l'exécution. Et donc, on a mis 1 an et puis on a passé presque 2 mois sous la place. Pour le montage. Pour le montage, pour le mettre en place. Et merci le bon Dieu, tout s'est passé très bien, mais j'avais vraiment peur. C'était en quelle année? Et donc là, c'était en 63, ça doit être en 65 par 65 là. 64 ou 65. Oui. Et donc il avait tout le monde entier là. Oui, je me souviens qu'il y avait moi, des grands artistes. ils m'ont donné à faire, cet écrivain qui m'a donné à faire toute la partie centrale du Grand Palais.
Crivelli était l'architecte qui organisait l'exposition. C'est ça Exactement, c'est le chef, le directeur en chef de l'architecture, Oui. que c'était À ce Crivel. moment-là. Alors là, il me connaissait et puis il m'a appelé. Et donc j'ai fait 9 fontaines, 9, ah oui. 9 fontaines, et qui faisaient chaque fontaine 9 mètres d'auteur. Oui, Et que Saint-Gobain était tout en verre, transparent. oui, oui. Avec l'eau Et c'est tout ce verre-là que c'était, je crois, 600 portes clarites qu'il 600 avait portes. donné Saint-Gobain, Ah oui. qu'on avait construit les 9 fontaines. Et c'est là que j'ai fait connaissance même de Malraux, parce que Malraux, quand il est venu, il était Ah oui. tellement content. À Malraux a inauguré cette Ah oui, exposition. il est venu, il a inauguré tout cela, il était tellement content qu'il m'a fait appeler, et on a parlé près de 3/4 d'heure avec lui. Je suis allé dans une galerie parisienne qui s'appelait Denise René. Oui, c'était fort connu en effet à l'époque. Alors là aussi, c'était encore un autre, un autre fait un peu inhabituel. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui n'avaient pas du tout l'habitude de recevoir du bois que ta chaussure. Oui, dans les galeries, c'est rare. Maintenant, Dans ça, une galerie. Alors, quand elle m'a vu que maintenant, je on a rentre, fait une installation. et puis Guette, il m'a presque poussé dedans parce que j'étais très timide et je n'osais pas. Et donc, je dis bonjour madame, je viens vous montrer des sculptures. Mais elle me regarde un peu avec un visage un peu étonné parce que je dis mais où sont-ils les sculptures? Puis je dis ben c'est là-dedans. Ah bon, c'est dans la boîte des chaussures. De chaussures, hein, oui. Ben oui, ben je dis ben oui, ils sont là-dedans. Alors elle était en train d'écrire et puis ben, j'ouvre la boîte et puis il y avait plein de petites maquettes. Et donc, je ne regardais presque pas, mais vers la fin, je lui ai montré je ne sais pas combien, il y en avait pas mal là, et puis il y en avait un qu'on a tourné dans tous les sens, et il était toujours, n'importe comment on le mettait, il était toujours debout, toujours, c'était une sphère désintégrée qui était vraiment très belle. Et puis il a appelé tellement l'attention, je me disais, ah oui, mais vous en avez un cœur. Mais si, je n'ai plein, comme vous le voyez. Ah, excusez-moi. Et donc, on recommence Elle à regarder, Oui. et puis elle a découvert tout un univers qu'elle n'avait pas du tout l'habitude. Et donc, c'était là qu'il a appelé pour ses conseillers, que c'était Vasarely, c'était Mortensen. Mais vraiment, celle qu'on a fait au musée de la ville de Paris aussi, il ne faut pas la négliger parce qu'on avait fait pour un mois, et puis elle est duré 2 mois, et il avait chaque fois plus de monde. Mais elle était vraiment une très belle exposition parce qu'il avait presque toute la partie du bas du musée de la ville de Paris. Donc il avait architecture et sculpture, c'était des expositions qu'on n'a pas l'habitude de les voir.
c'est que dans notre époque, on est réduit un petit peu dans les petits objets, que ce soit dans le tableau, que ce soit dans la sculpture, que ce soit même en architecture. Je crois qu'on n'a pas encore trouvé, si vous voulez, notre cité du futur, ce que j'appelle la cité du futur. Voici la cité du futur, dernière facette de ce bâtisseur, sans doute la plus impressionnante. Aujourd'hui, on met des œuvres dans les villes, c'est bien. L'ITEANA, lui, aimerait que les villes soient des œuvres d'art. C'est ainsi que chacune de ces structures devient en fait l'ébauche d'une architecture habitable à une échelle qu'on a peine à imaginer. Moi, je crois que la cité se compose de beaucoup de choses. Et c'est pour cela que, justement, quand on arrive dans certains endroits, dans certaines cités nouvelles, on a envie de fuir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de communication. Il n'y a que le dortoir. La boîte allumette amoncelée, et puis, il n'y a plus rien. Mais quand vous arrivez autour de Notre-Dame à un moment donné, vous aviez l'habitat, vous aviez la convivence spirituelle, et vous pouviez vous communier avec toutes les choses, tout ce qui l'entourait. Alors que maintenant, on perd, si vous voulez, cette communauté, cette communion. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez un idéaliste, c'est vrai? Ben, en tout cas, je crois. Je crois parce que justement, pour faire ce que j'ai fait dans ma vie, je crois que je dois l'être, cet idéaliste. Pour moi, c'était un vrai souci. J'adore l'humanité, j'adore la vie, j'adore comment la nature, et je tâche de lutter pour un bien. Je ne sais pas si je me trompe, je ne sais rien parce que je ne suis pas un Dieu, mais en tout cas, je me donne du mal et je tâche de faire quelque chose pour le lendemain, pour demain. Pour aujourd'hui, ça suffit. J'espère.